Travail et fonction publique, un des chantiers phares de la transition portée par le CNRD. Le département en a annoncé les couleurs il y a 2 ans, revisiter le cadre légal et réglementaire pour en faire un qui soit plus opportun, mais aussi bâtir un fichier fonctionnaire qui soit à la fois sincère, unifié et fonctionnellement dynamique. 2 ans après que le ministère de la fonction publique ait mis le pied à l'étrier, une annonce majeure vient d'être faite, le concours d'accès, le concours d'entrée à la fonction publique. Autour de 15 000 nouvelles recrues pourraient rejoindre les effectifs, donc la masse des fonctionnaires guinéens. L'ambition à terme, justement, c'est de parvenir à un fichier biométrique unifié. Nous posons 2 questions essentielles ce matin. Que retenir tout d'abord de ce processus d'assainissement du fichier général de la fonction publique? Quelles incidences, entre autres préoccupations, sur le budget national? Quelles ambitions par ailleurs et quelles informations peut-on garder, peut-on retenir autour du concours d'accès à la fonction publique? Julien Yambouno, ministre du Travail et de la fonction publique, est notre invité. Daouda, voilà, son micro est donc activé. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions. 3 minutes pour ouvrir cette interview. On va se retrouver après la pause. La première ira à vous, Jacques Léwa Leno. On va commencer par une question bien large. C'est bien entendu les raisons qui vous ont poussé à vous engager dans ce travail de toilettage du fichier de la fonction publique. Et puis, quelles étaient votre mission précise lorsque vous vous êtes engagé là-dedans? Merci beaucoup. Les raisons qui nous ont amenés à avancer vers le nettoyage ou l'assainissement du fichier de gestion administrative, donc le fichier de la fonction publique, c'est d'abord dans le cadre de la vision du chef de l'État, du CNRD et du gouvernement actuel, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau de ces fichiers. Je vous donne quelques petits exemples. En 1985, nous avions un fichier qui totalisait 88 126 agents. 90, on a fait une chute de 51, on est parti à 51 558. Et 2014, retenez très bien, c'est l'année apocalypse. C'est là qu'on est passé on est allé à 114 795 agents, soit une augmentation exponentielle de 63 237 agents, plus de 122,65% de nouveaux agents frauduleusement peut-être engagés à la fonction publique. C'est vrai, il y a certains cas où les gens ont été cooptés de manière légale, mais dans la plupart des cas, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, la raison principale, il fallait faire le suivi de ce fichier pour savoir ce qu'il en est et enclencher un processus de gestion prévisionnelle des effectifs de la façon la plus rationnelle possible. Très bien. Alors, Jacques. Oui. Oui, moi, la question, puisque vous avez présenté un tableau de 85 à 2021, et on est allé d'abord d'un niveau 88, on a baissé à 51, mais après il y a eu une rechute à 114. Vous n'avez quand même pas trouvé le tableau tout à fait vide. Avant vous, il y avait des travaux qui ont été engagés notamment par Billy Nankouma, par Sekou Kourouma, entre autres. Est-ce que le tableau que vous avez trouvé vous a permis de partir du bon pied? Très bien. Sur l'état de ce tableau, monsieur le ministre, on va garder la question de Daouda Ocho et on va se retrouver après 10 minutes de pause. Nos obligations publicitaires nous y obligent et on revient 10 minutes après. Aïssa Toussané recueille déjà vos questions pour monsieur le ministre. Dès la reprise, elle pourra les lui poser directement. Restez avec nous. Acceptez de vous pré-identifier. Donc, 97 787 non inscrits, 20 122 dossiers valides. C'est-à-dire, dossier valide veut dire que tout est synchrone à tous les niveaux. L'acte d'engagement, le diplôme, l'acte de naissance, je ne sais pas moi, toutes les pièces qu'on avait demandées, on les compare et puis on voit que ces pièces-là, en termes de filiation, de lieux de naissance, de lieux d'études et de ceci, cela, tout est nickel. On s'est retrouvé donc avec 88 688 dossiers valides ou valables. Maintenant, les dossiers non valables, c'était 9 099 et
un total enrôlé aujourd'hui à 84 539 à la date du 30 septembre 2023, soit un total non enrôlé brut de 33 370 agents. Qui sont-ils? Est-ce que ce n'est pas des matricules de morts recyclés? Est-ce que ce n'est pas des fictifs? Est-ce que c'est maintenant ce travail d'affinement que nous sommes en train de faire pour produire le rapport final de la biométrie? Je l'ai mentionné tout à l'heure. Peut-être dans 2 semaines, il pourrait être disponible après le rapport provisoire qui campe déjà, qui donne une grosse image de ce qu'était la fonction publique. Est-ce que vous avez pu tenir compte dans ces chiffres-là de ces enseignants ou bien de ces magistrats dont vous parliez qui étaient par exemple en vacances judiciaires ou bien qui étaient en déplacement? Oui. Est-ce qu'ils font partie de ces chiffres? Est-ce qu'ils auront la possibilité de se faire enrôler, de se rattraper? Le rattrapage est quasiment fini. J'ai parlé de 5 000, 6 000 et c'est vraiment un cas plutôt marginal. Et on a déjà fini leur préinscription. Il y avait aussi beaucoup d'agents, par manque d'informations claires, qui ne s'étaient pas pré-enrôlés. Au CNT, par exemple, on a corrigé et tous sont disposés aujourd'hui. Ils se sont inscrits. Quand vous vous inscrivez, ça génère, quand le dossier est bon, on le valide, ça génère automatiquement pour vous un récépissé qui sert de moyen essentiel pour se présenter devant les équipes de biométrie. Au moment où je suis dans ces studios, après ici, je retourne au bureau. Nous allons donc lancer des équipes. Vraiment, ce n'est plus vraiment un gros déploiement. C'est juste, on connaît les poches où les gens n'ont pas été recensés. C'est le CNT, c'est la justice, c'est l'enseignement préuniversitaire. Et bon, Sigiri un peu, où il y a 300 et quelques qui ne s'étaient pas... Quand vous parlez de CNT, est-ce que les fonctionnaires parlementaires ou les conseillers font-ils partie? Si oui, dans quelle catégorie sont-ils? Là, en fait, nous, généralement, on n'entre pas dans trop de détails. Qui est-ce que nous invitons à passer la biométrie? C'est tout agent qui est payé par l'État et qui détient un matricule. Point barre. D'accord. Monsieur le ministre... Diba, je voulais préciser ça. Tu poseras certainement la question des incidences financières de tous ces chiffres-là, de ce travail-là. Mais puisque vous êtes là, je vous pose la question. C'est des bruits que nous avons entendus et vous êtes le ministre du Travail et de la fonction publique. Un cadre de l'État, haut perché, un très grand cadre de l'État, qui est même aujourd'hui à la CRIEF. On dit de lui qu'il avait 4 numéros matricules, à lui tout seul. Et que chaque numéro matricule était payé mensuellement à 250 millions de francs guinéens. En d'autres termes, par mois, il recevait sur les 4 numéros matricules un salaire d'1 milliard de francs guinéens. Qu'en savez-vous, monsieur le ministre? Quelle est la situation de ces cadres qui se retrouveraient avec beaucoup de numéros matricules? Merci beaucoup. Vous savez, cette biométrie, c'est en 2 temps. Les gens voient la biométrie, c'est l'aboutissement. Mais en amont, il y a eu l'audit des fichiers, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Déjà, dès l'audit des fichiers, nous avons décelé plusieurs anomalies. Les doublons, les triplons, les quadruplons, les centiplons, si vous voulez. Des gens qui détiennent plusieurs matricules. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Le rapport d'audit, quand vous êtes en mission, on vous commet à une mission, vous sortez un rapport, vous le remettez à celui qui vous a envoyé en mission et au nom de la solidarité gouvernementale et des compétences thématiques de chaque ministre, peut-être une fois le rapport disponible, confirmé, validé, peut-être que celui qui m'a envoyé en mission va confier aussi la mission à un autre pour dire que bon, est-ce qu'il n'y aurait pas des poursuites judiciaires à engager contre de tels gens? La première mesure déjà à prendre, la mesure immédiate, c'est d'arrêter la saignée. Là, ça a été fait. Et il y a eu aussi l'inspection générale d'État qui a été déployée pour faire des vérifications. Parce que vous savez, parfois, il ne faut pas aller trop vite en besogne. Vous pouvez découvrir une chose, mais à regarder de très près, finalement, c'est peut-être une erreur. C'est pour ne pas vraiment prendre des mesures erronées, des sanctions erronées à l'endroit de certains agents, que ce travail croisé est en train d'être mené, Banque centrale, le budget, ministère du Travail et de la fonction publique, la présidence, bref, tout le monde est en train de voir son côté, qu'est-ce qu'il peut faire pour contribuer à l'assainissement de ces fichiers. Monsieur le ministre, on apprend que c'est un ancien ministre d'ailleurs qui est aujourd'hui à la CRIEF. Peut-être, bon, vous n'allez pas donner son nom, certainement. 250 millions avec 4 matricules sur plusieurs années. C'est une saignée financière pour l'État. Peut-être au nom, le peuple nous écoute. Est-ce qu'on peut savoir c'est qui ce ministre? Non, moi je ne peux pas annoncer un nom ici. En fait, nous, on a fait le rapport, on a transmis. Et vous savez,
parfois, si vous éventez vite certaines informations, vous risquez de perdre tous les membres du cartel. Certains membres du cartel qui peuvent prendre la poudre d'escampette. Hein, d'accord. Alors, je voulais... il faut faire très attention. Et puis, il y a l'honneur des gens, il y a la dignité. Il faut suivre la procédure. Hein. On ne peut pas se permettre de dire des noms comme ça pour offenser les gens. Encore qu'il faille vérifier si ces informations sont exactes. Mais le plus grand nombre de doublons, vous avez parlé de doublons, de triplons, de centuplons, le plus grand nombre de matricules qu'on ait pu avoir et que vous avez pu découvrir, c'est combien? Bon, vous savez, c'est je peux dire que le plus grand nombre qui n'est pas encore certifié, parce que je vous dis, c'est tout un processus qui pourrait être couronné par un rapport final dans les semaines à venir. D'accord. Il faut des traitements, des croisements, il y a plusieurs activités qu'il faut mener. Il faut aussi aller sur les diplômes. Aujourd'hui, ce qui est clair, après la biométrie, beaucoup de malfrats entre griffes, c'est pas passé, parce que vous savez, avec la biométrie, même quand vous réussissez à vous enrôler 2 à 3 fois, parce que vous êtes détenteur de 2 ou 3 matricules, le travail d'affinement qui a été fait juste après le 30 septembre nous a permis aussi de liquider les matricules non méritées. C'est ce qu'on a dit, un agent, un matricule, un salaire. Donc il y a des mesures, on n'attend pas un ordre pour régulariser. Il y a des mesures que nous prenons immédiatement parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un que nous avons décelé sur la base de la biométrie, détenteur de 2 ou plusieurs matricules, qu'on le garde, on le stoppe tout de suite, on lui affecte un seul matricule. Donc le maximum c'est 45. 45 matricules à vérifier, ça c'est depuis l'audit des fichiers. Mais encore une fois, ça reste à vérifier. Lui seul. Ah non, une personne, 45 matricules. Ben oui, c'est le record, mais je dis encore une fois, ça c'était lors de l'audit des fichiers. Le résultat brut, c'est le traitement est en cours. Vous savez, c'est vraiment tout un processus. Monsieur le ministre, ma question c'était sur l'incidence financière. Parce que à la fin, l'objectif aussi à Amir Parcours, c'est de permettre à l'État de posséder à l'équilibre budgétaire et maîtriser la masse salariale. À date, en termes de chiffres, Amir Parcours, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'économie qui a été faite par l'État sur ça? Bon, moi je suis administratif. Le budget tirera les conséquences et nous sortira le chiffre exact. Mais bon, pour le moment, encore une fois, seul après le rapport final, qu'on peut dire clairement en fin de compte qui est qui à la fonction publique. C'est vrai que déjà, on a un tableau global, on a une image claire à peu près de ce que vous avez vu les chiffres. Dès parce que parfois... Mais ceux qui sont bloqués dans le système, ils ne perçoivent plus de salaire, non? Ah oui, ça c'est il y a 15 000, hein, ça c'est après le premier nettoyage. Hein, parce que le premier nettoyage, on parlait de 30 milliards, je crois... Donc je vais dire que le calcul, moi je ne peux pas avancer des chiffres ici parce que c'est le budget qui est qualifié sur la base, parce que nous avons fait un travail administratif. Il faut aussi transférer le fichier final au budget, que le budget voit pour savoir si on n'est pas en train de commettre une erreur, par exemple, sur 2 ou 3 matricules qui n'existeraient pas. Donc, eux, ils vont sortir le chiffre final. Soyez encore un peu patients. Les calculs financiers la suivront, le rapport final. Parce que les informations qu'on a, c'est généralement au niveau du fichier solde que ça grossissait. Ça venait un peu au niveau des actes administratifs. Au niveau du ministère de la fonction publique, on augmente un peu. Mais au niveau du fichier solde, c'est là ça a explosé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la maîtrise de ce qui se passe là-bas? Parce qu'après tout, l'importance de votre travail, c'est ça, que ça puisse diminuer de ce côté ou conforme à ce que vous avez en amont. Je ne serais pas prétentieux de dire que j'ai une maîtrise totale de ce qui se passe au budget, d'autant plus que je ne suis pas économiste ni financier et que je ne suis pas le ministre du budget. Mais de mon côté, puisque en réalité, si ce n'est pas la Guinée, encore une fois, tous les pays du monde, la Guinée était le seul pays, bon, l'est encore tant qu'on n'a pas sorti le fichier final, qui dispose de 3 fichiers qui ne communiquent pas, qui ne se parlent pas, de telle sorte qu'il y a beaucoup de variations entre le fichier qui est domicilié à la fonction publique, au ministère du Travail et de la fonction publique, est différent en termes de nombre par rapport au fichier qui se trouve au budget, le fichier solde, et puis le répertoire des actes au niveau du secrétariat général du gouvernement. Concrètement, je ne peux pas affirmer que j'ai une maîtrise totale, mais ce qui concerne, parce que moi aujourd'hui, et tout le monde ne s'est pas caché, le rapport provisoire est à la disposition de l'autorité. À travers ce rapport provisoire déjà, parce que le rapport final ne changera pas grand-chose dans les résultats que nous avons pu mobiliser lors de ces opérations de biométrie. Mais encore une fois, la maîtrise totale des aspects financiers et budgétaires, c'est vraiment le ministère du budget. Et quand on aura déposé le rapport et qu'on compare tout,
pour sortir, voilà, tout est exact au niveau des 2 ministères. C'est en ce moment qu'on sortira la masse salariale finale qui est ici comme bénéfice de ces opérations. Très bien. Comme bénéfice de ces opérations, si l'on parle des 15 000 qui ont déjà été extirpés, j'ai envie de dire, et si l'on se dit que en moyenne, chacun toucherait 1 million de francs guinéens par mois, vous êtes déjà par mois à 15 milliards. Multiplié par 12, c'est déjà beaucoup d'argent. Le ministre Julien Yambouno, ministre du Travail et de la Fonction publique, est notre invité. Et ce matin, nous parlons d'assainissement du fichier fonctionnaire, mais aussi de ce concours d'accès à la fonction publique. Djadia, pour la prochaine question. Si tu permets, Monsieur le ministre, vous parliez de prudence en vous référant, en transmettant le fichier final au budget pour pouvoir évaluer et avoir les chiffres exacts. Est-ce que c'est par exemple le cas de ces policiers dont on a souvent parlé, des policiers qui ont été radiés, mais qui ne méritaient pas, paraît-il, il y avait des erreurs parmi ces personnes. Il y en a qui ne devraient pas être radiés. Est-ce que vous avez traité de ce dossier? Qu'en est-il réellement? Merci beaucoup pour cette question. Je crois que si nous revenons un peu sur les indications, déjà je reviens pour un rectificatif. Les 15 000 agents, c'est pour plusieurs causes et facteurs. Soit ils devaient être retraités depuis des années, ça n'avait pas été le cas. Soit ils étaient des agents fictifs, soit ils étaient en double mandatement, soit. Ça, c'est avant la biométrie. Mais la biométrie aussi nous a permis d'approfondir. Et c'est ce que je dis, je n'ai pas dit que peut-être que le fichier sera remis au budget. Le fichier sera peut-être online, mais avec des accès conséquents. C'est-à-dire que ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais tous ceux... Il y a un niveau d'habilitation, parce que même les DRH, finalement, ils auront des mini-fichiers. Si vous êtes DRH de Gekedou, vous aurez votre mini-fichier sur votre ordinateur qui vous permet de faire certaines mises à jour qui vont être répercutées, qui vont être visualisées à notre niveau. Si elles sont bonnes, on valide. Si elles ne sont pas bonnes, on écrase. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour ce qui concerne en ce qui concerne ces histoires de nés en 1935, ils sont 2215. Donc, justement, y compris ces policiers. Je vous ai dit, c'est 2215, tous avec la même date de naissance, sans variation, nés le 1er janvier 1935. 2215. Ce que j'appelle les jumeaux universels. Ce jour-là, il y a eu beaucoup. Ce jour-là, c'est la fraude bien orchestrée. Ce jour-là, nos maternités étaient débordées. Voilà. Donc, voilà. Et donc, vous voyez, quand les gens ont été envoyés à la retraite, quand vous êtes né, en fait, non, plus sérieusement, si ce n'est pas la Guinée, la loi regarde surtout la forme et le fond. Mais en tout cas, la forme, pour moi, commande le fond. On a dit que pour être l'âge pour aller à la retraite à la fonction publique, il y a 3 âges de référence. Vous êtes professeur d'université, détenteur de diplôme PhD ou grand médecin, je ne sais pas moi, à 70 ans, vous allez à la retraite. Professeur. Titulaire du diplôme CAMES, Commission interafricaine et malgache de l'enseignement supérieur. À 70 ans, vous allez à la retraite. Maintenant, si vous n'avez pas ce diplôme, mais vous avez fait aussi une formation, vous avez fréquenté une institution d'enseignement supérieur, vous êtes à 65 ans, vous allez à la retraite. Donc vous êtes de la hiérarchie A2, A1. Maintenant, tous les autres, hiérarchie B, Kuala, 60 ans, vous allez à la retraite. Si quelqu'un est né en 1935, faites-moi l'arithmétique vous-même. Il peut avoir quel âge aujourd'hui? Peut-être plus de 80 ans. Est-ce que c'est ce que la loi dit? Non. On regarde l'acte d'engagement, on regarde votre acte de naissance, on regarde ceci, cela. Si, sur cette base-là, en fait, ils ont été rattrapés par leur propre volonté de vouloir frauder. Mais on nous a dit que c'était un bug informatique. Non. Qui avait fait qu'on s'était retrouvé pas du tout, c'était des combines. Mais vous regardez l'explosion exponentielle du nombre d'enregistrés à la fonction publique entre 2014, comme on appelle 2010 et 2014. C'est 63 000 et quelques. Ces cas-là sont dedans. C'est des gens qu'on a recrutés à tour de bras sans tenir compte des nécessités des services, ni de leurs compétences, ni de quoi que ce soit tel que prédit par le texte, notamment la loi 027. D'accord. Monsieur le ministre, il y a toujours sur ces âges, on a vu également des fonctionnaires qui, comme des substitutions, on en a l'habitude dans ce pays, quelqu'un par exemple a un matricule,
vous avez 25 ans, vous avez de l'argent, on vous vend le matricule, alors que le propriétaire lui-même, il est né peut-être en 1935. Et est-ce que vous avez eu à relever ces cas? Ils ont le visage jeune, ils sont vraiment jeunes, mais ils sont nés vraiment en 1935, un premier aspect. C'est aussi la situation des conservateurs de la nature. Aujourd'hui, il est difficile pour les profanes de savoir où les situer. Est-ce qu'ils sont avec le ministère de la Défense? Est-ce qu'ils sont vraiment avec votre fichier? Où ils sont exactement, leur situation? Très bien. Pour les questions de Daouda, la question sur les jeunes vieux, hein, jeunes de visage, vieux d'âge, et sur les conservateurs de la nature, on va garder cette autre question. Daouda, tu as le privilège d'avoir des questions mises au chaud. On va se retrouver juste après cette pause. Continuez de votre côté à poser des questions. Aïssatou Sané va les relayer à l'antenne dans un instant. On se retrouve dans 10 minutes seulement. Julien Yambouno, ministre du Travail et de la fonction publique, avec lui, deux grandes préoccupations ce matin, l'assainissement du fichier fonctionnaire et le concours d'entrée à la fonction publique 2023. Restez avec nous. En d'autres termes, le dernier virage, cette excroissance plaisante des GG, justement, avec le ministre Yambouno. C'était encore vous, Daouda. Vous étiez à ces deux questions, les jeunes vieux. Oui, effectivement, puis, voilà. les jeunes vieux, si vous en avez rencontré ceux qui ont par exemple acheté des matricules, oui, les matricules deviennent les leurs, mais ils sont moins âgés que l'âge du propriétaire réel du matricule. Et l'autre question, c'est entre les conservateurs de la nature, leur position par rapport au fichier que vous élaborez. Les policiers également sont un problème, et parce qu'on les voit très nombreux sans savoir ils sont sur quel fichier également. Merci beaucoup. Déjà par rapport aux jeunes vieux et aux vieux jeunes, ce que l'on veut, nés de 1935, comme je l'ai dit, donc ils portent la date de naissance 1er janvier 1935. En réalité, comme je vous ai dit, nous, on regarde les textes. Si sur votre acte d'engagement, sur votre acte de naissance, il est porté 1935, si jusque-là, avant le CNRD et sa vision d'assainissement du fichier, vous avez continué à être payé, nous, on n'appelle pas les gens individuellement pour dire « venez, on va voir, on va apprécier votre âge ». L'appréciation se fait sur la base des textes, l'acte d'engagement, l'année de naissance, donc l'acte de naissance. Si sur l'acte de naissance et l'acte d'engagement, pièce centrale, vous êtes né en 1935, en réalité, les autres ont été toujours complaisants à la fonction publique, sinon, on n'a pas besoin de regarder derrière. C'est marqué 1935. La loi dit 70 ans pour aller à la retraite lorsque vous êtes prof titulaire de diplôme CAMES, 65 ans lorsque vous êtes issu d'une autre institution d'enseignement supérieur, 60 ans quand vous êtes contractuel ou agent de la hiérarchie B et C. On applique la loi, on ne se soucie pas de regarder celui qui est en face de nous, il est jeune, il est vieux, bon, je ne sais pas, peut-être il est rené de nouveau, comme on dit. Monsieur le ministre, allez-y, monsieur le ministre, dans les documents à fournir pour candidater, c'est pas fini d'abord. Voilà, deuxième question sur les conservateurs de la nature. Et les policiers. Les conservateurs de la nature, il y a trois corps qui sont entre deux rives, si vous voulez. Les douaniers, les conservateurs de la nature et les policiers. Techniquement, administrativement, ils relèvent de nous. Techniquement, ils relèvent de leur corps. C'est-à-dire que c'est quand même des corps paramilitaires. Donc, sur ce plan-là, ils relèvent de l'armée. Du point de vue technique, parce qu'il y a des formations communes de base auxquelles ils doivent se plier avant d'être admis comme douaniers, comme policiers, comme conservateurs de la nature. Et même dans le recrutement à venir, on n'a pas mentionné cette question, mais elle est cruciale. C'est-à-dire que les gens croient que c'est un recrutement massif en tant que tel, mais non, c'est un recrutement à la carte, même si il est fédérateur. Chaque ministère technique a ses épreuves. Il y a même des ministères qui vont carrément organiser en différé. Si je prends par exemple la sécurité, il est fort possible que le ministre organise en différé, même si des épreuves globales transversales peuvent être administrées à tout le monde, mais quelqu'un pourrait être admis dans le panier global et que techniquement, voilà, donc l'administration du territoire aussi a des aspects particuliers en tenant compte des 18 compétences transférées aux communautés.
et donc notamment l'éducation de base, pour être gérée en termes de recrutement au niveau de l'administration du territoire. Les conservateurs de la nature aussi, peut-être qu'ils auront des épreuves spécifiques qui vont leur être administrées par leur département technique. Mais ils sont nombreux quand même, ces conservateurs de la nature, qui attendent depuis. Et il y a eu leur dossier, nous apprendons, qui vous a été déposé à votre, dès après votre premier conseil de cabinet d'ailleurs, qui vous a été déposé. Oui, on va faire vite sur ce dernier sujet. Qui sont en attente toujours. Oui. Leur situation aujourd'hui, est-ce que c'est un cas spécifique ou ils doivent aussi, s'ils veulent continuer, être sur la liste de nouveaux concours? Ils ne sont pas fonctionnaires, vous parlez déjà de s'ils veulent continuer. Donc si le résultat n'a pas été proclamé, ça veut dire qu'ils ne sont pas agents de la fonction publique. C'est vrai qu'il y en a qui sont passés, beaucoup d'ailleurs, par des fenêtres, et c'est eux qui crient sur tous les toits, nous voulons les résultats du concours, vous vérifiez bien, c'est eux qui figurent dans ce magma d'agents qu'on a introduit à la fonction publique sans procédure. Alors, monsieur le ministre, un autre thème, à cause du temps, oui, donc on va aller vite, s'il vous plaît. Justement, en parlant du concours, vous avez parlé d'organisation par des départements sectoriels, par exemple à l'administration du territoire, à la sécurité. Est-ce qu'il n'y aura pas de risque, monsieur le ministre, que, par exemple, certaines personnes puissent introduire allez-y, si. C'est ouvert en tout cas le micro. Ce que les gens craignent le plus souvent, par exemple, pour le cas des enseignants contractuels récemment, ils refusaient de faire le concours parce qu'ils ont peur que d'autres personnes soient mises à leur place. Est-ce qu'il n'y a pas de risque justement que des personnes puissent glisser des poches et que des personnes qui ne méritent pas d'accéder à la fonction publique y accèdent, comme c'est souvent fait par le passé? Oui, c'est justement le jeu dans lequel certains veulent nous faire tomber quand ils veulent modifier dès maintenant les règles du jeu. Pourquoi la carte d'identité biométrique, pourquoi le passeport, pourquoi patati patata, mais nous, on ne se pliera pas à l'air désirata. Oui, la question, oui. Si tu permets. Monsieur le ministre, parce que dans le premier communiqué, vous dites le passeport, la carte d'identité ou l'extrait de naissance. Mais le communiqué qui est passé hier, on a dissocié. On a dit l'extrait de naissance, il faut présenter, mais plus loin maintenant on dit passeport ou carte d'identité biométrique. Il y en a qui nous appellent pour nous dire, mais si on fait comme ça, nous on n'a pas ce document, ça va prendre du temps. Que répondez-vous à ces personnes? Je réponds à ces personnes que c'est le terrain qui commande, et à chaque fois que nous constatons que nous voulons éviter des erreurs du passé, nous pouvons toujours rectifier le tir. Mais ce qu'il faut répondre à ces personnes-là, je crois qu'aujourd'hui c'était la même chanson que les fonctionnaires nous balançaient quand nous étions entrés dans la biométrie. Oh, c'est très compliqué d'avoir l'acte de naissance biométrique, c'est très compliqué d'avoir la carte d'identité. Certes, aujourd'hui même, on me fait entendre que même hier, il y aurait eu une grosse affluence dans une structure de santé pour la délivrance de certificats de visite et de contre-visite. Nous, c'est peut-être le cas parce que ce matin même, je voulais une grosse affluence aux banques. Je voulais en parler. Dans les tribunaux aussi. Nous travaillons en synergie au sein du gouvernement. Le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité, c'est leur domaine régalien de délivrer ces pièces-là. Vous pensez qu'ils vont dormir? Non. Ils sont déjà en train de prendre toutes les dispositions pour faciliter l'acquisition. Mais monsieur le ministre, il n'y a qu'une seule banque. On va quand même vous dire ce qui se passe. Parce que ce sont des informations qui nous sont remontées. Et on en a pu les vérifier d'ailleurs. C'est que quand vous prenez par exemple l'acte de naissance qu'on fait au niveau des autorités d'État, donc des mairies, c'est 60 000. Ensuite, pour les casier judiciaire, c'est 50 000 dans les tribunaux. C'est que ces montants... Officiellement. Ça, c'est officiellement. Aujourd'hui, parce qu'il y a un besoin, donc il y a beaucoup de citoyens, de jeunes qui affluent donc devant ces établissements, les prix sont en train de flamber. Merci beaucoup pour cette question. Je crois qu'encore une fois, moi j'ai toujours dit que la Guinée est un pays paradoxal. Les gens aiment se plaindre dans les cabarets, dans le bois. Ils n'ont qu'à sortir du bois, de la forêt, dire ce qu'ils sont en train de vivre. Je ne vois pas aujourd'hui un citoyen guinéen qui va aller chez le ministre de l'administration du territoire, demander l'audience, lui dire voilà les faits. Ce monsieur, il m'a pris 100 000, 200 000, je viens de le dénoncer devant vous, il est à telle mairie, il assume telle fonction. Les gens se contentent toujours, ils croient toujours qu'il faut parler dans l'ombre, il faut
Non, moi je pense que c'est ce que j'ai toujours dit aux gens. Tous, si quelqu'un malheureusement, monsieur le ministre, tous ne peuvent pas parvenir au ministre de l'administration du territoire. Nous en avons entendu parler, on vous en fait part. Est-ce que ces personnes peuvent compter sur vous pour interpeller vos collègues du gouvernement pour s'informer sur la façon dont le processus évolue? Très bonne stratégie. Vous posez là ce qu'il va falloir faire pour tous ces candidats. Si à cause du fait qu'on a demandé ces différentes pièces, les gens font de la surenchère, ils n'ont qu'à avoir toutes les preuves, ils peuvent même passer par moi. Moi j'ai toujours dit, les gens ils racontent du n'importe quoi. L'accès au ministère est compliqué. Vous savez qu'avant que moi je me sois nommé par exemple ministre, quand j'ai demandé c'est quelle heure est le jour de l'audience ici, on me dit je crois vendredi de 12h à 16h, je dis non. Moi, à part les jours cruciaux, le lundi conseil des cabinets, mardi conseil interministériel, jeudi conseil des ministres, mercredi, vendredi, tous ceux qui ont fréquenté le ministère du Travail et de la fonction publique le savent aujourd'hui, je suis accessible. Oui, monsieur le ministre, est-ce que donc qui se rendent chez moi avec les preuves, qui se rendent chez moi avec les preuves, moi je saurai où adresser. Est-ce que quelqu'un qui est par exemple, de réitérer à travers une autre circulaire les prix officiels, parce que les gens les connaissent. Mais si par exemple il y a une autre circulaire qui le réitère et c'est affiché dans toutes ces structures-là, par exemple, ça pourrait renforcer les personnes qui viennent. Parce que vous connaissez la situation du Guinéen parfois. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas par exemple les informations. C'est pas tout le monde qui écoute par exemple la radio. Ils savent pas, par exemple, qu'ils peuvent faire recours, ils peuvent aller vous voir, qu'ils peuvent aller au ministère de l'administration du territoire. Mais si ces notes sont affichées, je pense que ça met un peu la pression sur ces personnes qui sont au sein de ces structures, qui veulent demander plus. Il y en a qui se disent, bon, si je me mets à aller me plaindre, je vais perdre du temps, je n'aurai pas le document qu'il faut, et peut-être je ne pourrai pas participer au concours, et ils préfèrent, par exemple, payer. Mais est-ce que renforcer cela par une autre circulaire ne serait pas une bonne chose? Non, moi je pense que la circulaire, oui, moi c'est une question que vous, en fait, c'est une proposition que vous faites. Moi je vais la transmettre à qui de droit, parce que vous savez, la gestion de ces pièces ne relève pas de moi, sous réserve que de gens. Les grandes gueules. Différents endroits. D'accord, monsieur le ministre, la crainte des gens aujourd'hui, c'est de ne pas être dans le temps. C'est une seule banque pour. J'ai vu l'affluence, la délivrance et tout, ceux qui sont à l'intérieur et tout ça. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait pour permettre aux citoyens qui veulent participer à ce concours-là d'être dans le temps et d'avoir ces documents-là? Est-ce qu'il ne faut pas démultiplier le service au niveau de plusieurs banques pour désengorger la seule? Vous êtes en train d'émettre des propositions que je pourrais transmettre à qui de droit. Mais vous savez que nous tenons compte de la réalité guinéenne. Pour preuve, vous pouvez, tout à l'heure, au sortir de cette émission, vous pouvez aller tourner à Sangoya. Vous pouvez aller tourner à Sangoya à Rond-Point. Vous constaterez juste au niveau du marché de Matoto, je crois que il y a une banque qui est là. Vous y trouverez un amas de personnes qui sont... pour obtenir le reçu, c'est noir de monde, pour obtenir le reçu afin de se délivrer un extrait de naissance. Ça, c'est une preuve, puisque vous voulez des preuves. Oui, bon, c'est une preuve non visuelle par moi pour le moment. Vous pouvez me dire que la preuve est là, mais je ne la vois pas pour le moment. Je vous demande d'y aller juste après l'émission. Peut-être on pourrait y faire un crochet avant de rentrer au bureau. Mais l'un dans l'autre, en tout cas, parfois aussi, les gens sont, comment on peut dire, les gens vont vite à la besogne. Nous tenons compte de la réalité guinéenne. Si vous remarquez, le temps d'inscription, on a dit sur la plateforme, c'est du 1er novembre au 21 novembre. 3 semaines. L'inscription, en réalité, basée sur l'expérience que nous avons eue dans le cadre du Fugace, 3 minutes, 2 minutes, si vous avez la connexion est bonne, 2 minutes, vous avez fini de vous inscrire et vous avez le récépissé. On aurait pu dire inscription en 1 jour, 2 jours. Mais pourquoi on a étalé jusqu'à 3 semaines? C'est pour tenir compte de tout cela. Et donc, qu'est-ce que l'on peut faire aussi? C'est de conseiller à tous les candidats. Il y a des choses qu'ils peuvent faire tout de suite. Toutes les pièces existantes déjà, ils n'ont qu'à les scanner, les mettre dans le format requis, PDF, et puis ouvrir un fichier. Regardez, au fur et à mesure que, quand ils vont tout rassembler là, ils se mettent devant maintenant pour se loguer,
pour télécharger les pièces demandées. D'accord. Monsieur le ministre, de toute façon, monsieur le ministre, vous le dites, pardon, pour terminer sur cette préoccupation des citoyens, c'est vrai que vous avez votre bureau qui est ouvert à tout le monde, mais est-ce que moi, mon cousin qui est à Kissidougou, par exemple, qui est allé hier pour retirer le casier judiciaire, on lui dit il faut payer 85 000, il faut que ce soit toi qui partes vers un prestataire pour saisir ce sur quoi on va signer le casier judiciaire, entre autres. Est-ce que lui il a la possibilité d'accéder à votre bureau, ou il faut aujourd'hui taper du poing sur la table pour dire à tous les citoyens ne payez pas plus que ça? Moi je pense dire aux agents de ne pas réclamer surtout. Nous avons les DRH, nous avons des préfets, nous avons des gouverneurs, l'administration est bien structurée. Parfois, encore une fois, les gens ne veulent pas toujours se sacrifier pour le monde. Je vous donne mon propre exemple. Quand nous sommes rentrés de nos études du Maroc, l'État nous devait des arriérés de bourse qu'un monsieur a refusé de payer. Je dis aux gens, laissez-moi, je m'en occupe. Je vais mourir, moi, ou l'ensemble, mais il les paiera. C'est resté célèbre. Le gars, jusqu'à un moment donné, il m'appelait toujours l'argent du pauvre, parce que je lui avais dit que l'argent du pauvre, on ne peut pas le prendre comme on veut. C'était en quelle année? C'était en quelle année? En 91, quand je suis rentré dans mes études. Dibad venait de naître. Pour information. Voilà, pour information. Monsieur le ministre, allez-y, évoluer, voilà, allez-y. On a dit concours. Histoire de détendre un peu. Mais allons-y. Peut-être que vous vous rendez compte déjà, il y a beaucoup d'engouement. Oui, il y en a qui veulent participer, il y a beaucoup de soucis. Mais vous voulez combien? Vous voulez recruter combien? Quels sont les besoins globaux? Quels sont les besoins par profil, par département et peut-être par région ou par préfecture, si on peut avoir des chiffres? Alors, vous savez, c'est un processus. Nous, le plus important était déjà d'ouvrir le concours. Même si on doit recruter un, M. Jacques, s'il est candidat, il doit commencer déjà à se préparer. C'est pourquoi on a annoncé. Maintenant, vous voyez, les statistiques, elles sont là. Les demandes de l'ensemble des ministères, la demande globale se chiffre à 67 935 selon les 6 hiérarchies. A3, A2, A1, B2, B1 et C. Ça, c'est la demande globale brute. La demande globale des ministères qui ont exprimé le besoin. Le plus petit besoin a été jusque-là exprimé par le ministère de la Pêche et de l'économie numérique, de l'économie maritime, 204 agents. Le plus gros, c'est le ministère de l'enseignement préuniversitaire, c'est 24 383 agents. Les grandes gueules. Ça, c'est les chiffres globaux. Mais à l'intérieur, c'est pourquoi on a dit dans le communiqué les détails des profils, parce que nous avons abattu un travail initial de fond avant de parvenir maintenant. Parce que je dis, gouverner, c'est prévenir. Depuis longtemps, nous nous préparions ce concours. On a collecté les besoins à travers les DRH et consorts, depuis les préfectures, en passant par les régions, jusqu'au niveau des ministères centralisés. C'est ce qui nous donne ces schémas. Mais il y a quand même des précisions qu'il faut apporter. À l'inscription pour le concours, vous êtes libre d'aller faire le concours où vous voulez. Par rapport aux 9 centres qu'on a créés, Gekedou, Zérékoré, Kankan, Labé. Ça, c'est où vous voulez passer le concours. Dès l'inscription déjà dans la plateforme, vous devez indiquer. Il y a un onglet qui va vous être affiché pour choisir le centre de concours. Mais c'est différent de là où vous devez servir. Dans les détails que nous sommes en train de préparer et qui vont être bientôt postés sur notre site, quand vous dites que pour la santé, par exemple, vous voulez être laborantin, d'accord. Mais laborantin là, le ministre de la Santé peut dire que moi je n'ai que 3 besoins. Un à Lelouma, un à Yomu et un autre à Kouroussa. Vous ne pouvez postuler que pour les 3. Et quand vous êtes admis, vous irez là-bas sur la base aussi d'un engagement décennal de 10 ans pour dire que j'y servirai jusqu'à la fin des 10 ans, au moins avant de demander de quitter. Deuxième précision, il y a des statuts selon la loi. Lorsque vous êtes professeur PhD, encore une fois, santé, l'enseignement supérieur, eux, les recrutements se font sur dossier. Les ministres préparent avec leur équipe tous les dossiers qui transfèrent au niveau du ministère du Travail et de la Fonction publique. On met ensemble une commission qui fait un examen approfondi des dossiers. Vous savez que ce n'est pas des cas très élevés. Combien sont PhD, n'est-ce pas? Ce n'est pas 4 millions. C'est peut-être 500, 600, 200, que sais-je. Donc, c'est sur cette base-là qu'eux, ils vont être recrutés. La loi le dit clairement. Eux, ils sont recrutés sur la base des dossiers. Maintenant, tous les autres corps, tous les autres hiérarchies et niveaux de diplômes, c'est sur concours.
Et maintenant, voilà ce que je pouvais donner comme précision préliminaire. Voilà, ça c'est les besoins exprimés. Les 67 935 seront recrutés à l'issue de ce concours. Pas du tout. Voilà, c'est ça la Vous faites bien de poser cette question. Je ne suis même pas sûr que même le CAR soit recruté. Parce que ce n'est pas parce que les besoins existent qu'on va recruter à tour de bras. On ne peut plus commettre des erreurs que les autres ont commises avant nous. Il y a combien de noms postés? C'est des centaines. Il y a combien d'agents qui se marchent dessus dans les bureaux parce que ça ne répond pas au cadre organique. C'est-à-dire que là où le cadre organique prévoit 15, vous en avez 20. Ce n'est pas nous qui avons créé la situation, mais l'administration étant la continuité, nous faisons de notre mieux pour gérer ces cas-là. Maintenant, les besoins vont être clarifiés et précisés. Vous savez, on ne peut pas recruter chaque année. Même si les besoins sont nombreux et élevés, même si l'envie on ne peut pas la satisfaire tout de suite. Donc on va échelonner. Pour cette année, on a dit, idéalement, il faut séquencer. Pour cette année 2023, chaque ministère doit revoir sa copie. C'est déjà fait. Nous sommes en train de faire la compilation pour dire, pour l'année là, au moins, si je ne peux pas avoir les 10 000 que j'ai demandé, les 5 000 que j'ai demandé, voici 200 prioritaires pour l'année 2023. Maintenant, 2025, normalement, c'est en 2 années d'intervalle, logiquement pour faire un concours de recrutement. 2025 ou 26, 25, voilà maintenant le reste, ainsi de suite. Très bien. Alors, monsieur le ministre, le cas des contractuels, parce que vous avez donné là un chiffre, 67 000, mais ce n'est pas ce qui va être recruté. Qu'en est-il aujourd'hui du cas des contractuels au niveau de la fonction publique? Bon, qu'est-ce que je peux dire? La question me paraît... Parce qu'il y a, par exemple, le cas de communiquer. Vous avez dit que les contractuels doivent venir avec présenter leur contrat et tout. Ont-ils l'obligation de passer le concours? Première question. Ce n'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas d'un concours, vous ne le faites pas. Non. Maintenant, je vais peut-être préciser ma question. Ont-ils l'obligation de passer le concours pour être considérés enfin comme fonctionnaires? Oui. Vous ne pouvez pas, la loi dit clairement, le mode d'accès, encore une fois, je l'ai dit, et peut-être c'est la troisième fois encore dans ce studio, la loi 0027 portant statut général des agents de l'État dispose en son article 17 que le mode d'accès aux emplois de la fonction publique reste le concours. Il y a des exceptions. Lorsque M. Leva est nommé ce soir, je ne sais pas, préfet de Yomou, c'est fait par décret, même n'étant pas fonctionnaire. Il va construire il va bénéficier d'un contrat que nous signons d'ailleurs en partenariat avec MATD. Si vous êtes nommé préfet, le ministre de l'administration du territoire nous soumettra vos dossiers et puis on signe le contrat tripartite avec le budget et qui va être enregistré au secrétariat général du gouvernement. Il y a des exceptions comme ça. Mais en réalité, c'est sur concours. Ceux qui sont nommés par décret, par arrêté, n'ont pas l'obligation de passer le concours. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ils sont engagés, ils sont contractuels justement. C'est pourquoi le communiqué le précise. Même moi, en tant que ministre, si j'étais dans les limites d'âge, si je dois passer ces concours, je le fais. Il n'y a aucun souci. Les généraux, les chefs de cabinet, les directeurs préfectoraux, beaucoup ne sont pas fonctionnaires. C'est l'occasion de devenir fonctionnaires quand ils seront admis. Très bien. D'accord. Je pense que la réponse sur ce premier sujet est claire. Le ministre Julien Yambouno est notre invité de ce matin. Avec lui à présent, nous sommes sur la thématique du concours pour lequel il y a beaucoup de questionnements. Djiba Milimouno avec il y a quand même, la question était prévue, mais aussi il y a un auditeur qui demande c'était quoi le besoin de participer, le besoin de recevoir les candidatures en ligne. C'est quoi l'objectif recherché? Ah, très bonne question. Dans ce pays, encore une fois, il faut qu'on soit cohérent. Souvent, on veut d'une chose et de son contraire. Si nous faisons le dépôt des dossiers en physique, en présentiel, les tentatives de corruption seront très élevées. Parce que M. Djiba se présente devant moi, bon, il y a des dessous de table, mais en ligne là. Ça donne aussi l'opportunité à tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, des Guinéens qui souhaitent s'inscrire et qui veulent passer le concours, de s'inscrire dans le délai imparti, c'est-à-dire du 1er novembre au 21 novembre. Mais le jour J du passage des épreuves en présentiel, ils devront être là dans le centre qu'ils auront choisi. C'est pourquoi on a précisé déjà d'avance les centres, c'est pour gérer la logistique. À supposer que 80% des candidats soient à Conakry. Il y a un impact financier. Il faut rapidement, le 22 novembre, c'est-à-dire une fois les inscriptions closes, déjà au fur et à mesure que les inscriptions se passeront, dans le système,
nous prévoyons la centralisation progressive. Et donc, au finish, le jour où la plateforme va fermer, peut-être 72 heures après, nous sommes à même de savoir, voici 2000 candidats pour l'AB qui ont choisi de passer le concours à l'AB, 1000 à Mamou, ainsi de suite. Donc, ceux de l'extérieur, s'ils estiment que c'est à Conakry qu'ils vont vouloir passer leur concours, ils s'inscrivent pour passer le concours à Conakry, bien que, comme je l'ai dit, il faut faire la différence entre le centre de concours et là où vous devez travailler, et le poste sur lequel vous devez être affecté. Donc, c'est à eux de faire. Chacun a le choix de s'inscrire où il veut. Vous avez subrepticement, pardon. C'est pour justement alléger les finances, contrairement à ce qu'on croit. On n'est pas à la recherche de fonds. Voilà, donc, les gens auraient payé cher. Imaginez déjà qu'il n'y ait qu'un centre. Quelqu'un de Yomou qui n'allait pas nous dire qu'il ne va pas se déplacer, payer le transport, vendre la chèvre de sa maman pour venir passer le concours ici. Il allait le faire. Donc, pour minimiser toutes ces dépenses et réduire vraiment les tentatives de fraude, je vous dis encore une fois, on ne fait la morale à personne, mais dans ce pays, les gens, souvent les plus malhonnêtes, sont les plus grands critiquailleurs. Ce que vous faites, ils le critiquent systématiquement parce qu'ils sont dans leur logique de fraude, de corruption et de déstabilisation morale. Alors, il y a un de nos auditeurs qui demande un approfondissement sur un sujet que vous avez abordé subrepticement, c'est celui des non-postés. Aujourd'hui, c'est quoi l'envergure de ce lot-là, de ce type d'acteurs de la fonction publique? C'est quoi leur envergure et quel sort leur sera réservé au bout de ce concours? Très bien. Les non-postés, après les 1935, c'est la plus grosse nébuleuse de la fonction publique guinéenne. Ils se disent non-postés parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils ont planqué leur salaire dans les banques. Ils sont couchés à l'extérieur pour la plupart des cas. C'est des taxis-motards, c'est des entrepreneurs, c'est ceci, cela. Mais en réalité, s'ils voulaient travailler, ils peuvent être postés. Aujourd'hui, tout le monde sait que notre administration est vacante à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de postes vacants. Les gens ne veulent pas aller les occuper parce qu'il y a de la complaisance. L'un dans l'autre, nous, ils sont déjà clairement identifiés. Même ceux-là qui ont mis leur argent à la banque. Vous savez, comme on dit, Boribana, la course va prendre fin bientôt. Dans un premier temps, tous les 8600 qui étaient payés au billetage, parfois avec les salaires déplacés. Quelqu'un est fictif, il se dit qu'il est en poste en Yomou, mais on le paye au ministère du Travail et de la fonction publique espèce cash. On dit billetage. Nous avons remis ces gens-là d'abord, dans un premier temps, là où ils sont censés être. Après, 1 mois, 2 mois, ils ne se présenteront pas pour prendre leur salaire. Les gens vont remonter les notes de prise de service. En ce moment, ils seront verrouillés et radiés. Maintenant, s'il y a des gens, c'est maintenant que nous allons passer au côté banque. Parce que certains se font plus rusés, ils ont mis leur salaire dans les banques, ils disent qu'ils sont à l'abri, ils ne seront jamais inquiétés. Ben, croyez-moi, à malin et demi, bientôt, ça prendra fin. Donc, ces non-postés, en réalité, c'est des gens qui refusent catégoriquement de travailler. Et ce qui est grave, c'est des gens qui sont entrés à la fonction publique par effraction, par la petite porte et la fenêtre. Et ils refusent aussi de travailler pendant qu'ils prennent leur salaire. Il y en a depuis 10 ans. Ils sont dans cette situation. Un autre sujet donc, à présent. Le sort qui leur est réservé, ils seront contrôlés. On a déjà fait un tableau, on a fait la synthèse, on a ventilé dans toutes les directions de ressources humaines pour dire, toi, directeur des ressources humaines de Guékédou, voici la liste et les matricules et l'ensemble de la situation de tes non-postés. Toi, ministère de la Sécurité, voici. Il y a 2 semaines ou plus, on a envoyé déjà cette situation pour faire la décantation. Ils vont nous remonter, on saura qui est où et qui fait quoi. En ce moment-là, nous, encore une fois, on n'applique pas les mesures, les recommandations, on fait des recommandations, le gouvernement décide dans sa globalité de quelle est la conduite à tenir par rapport à tel ou tel cas. Très bien. Alors, Jacques Léo-Léno, ça va être le dernier. Monsieur le ministre, c'est bien, hein, il y aura beaucoup de postulants, c'est sûr. Mais déjà, l'assainissement, vous l'avez fait pour obtenir une masse salariale supportable et peut-être aussi améliorer les conditions de vie des travailleurs guinéens. Avec ce concours et tout ce qui a été fait, qu'est-ce qui est prévu concrètement pour le travailleur, pour le salaire, pour la prise en charge de tout ça? Est-ce que vous y travaillez? Bien sûr, depuis longtemps. Moi, je l'ai toujours dit, hein, mon discours n'a jamais été variable. J'ai toujours dit que la finalité, ou les 2 finalités de l'assainissement du fichier, c'est d'améliorer les conditions de travail de ceux qui sont déjà en exercice, en fonction, mais aussi procéder au renouvellement en partie des ressources humaines. Ce n'est pas parce que peut-être
On aurait libéré 30 000 places qu'il faut les remplir tout de suite. On ne gère pas comme ça le monde du travail. Ensuite, les conditions de travail de ceux qui sont déjà en activité. Aujourd'hui, on se passe les commentaires. Le salaire en Guinée, il est terrible. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il ne nous permet pas de faire face à nos besoins élémentaires. Transport, santé, nourriture, logement, scolarité de l'enfant, logement. En fait, là où les gens se trompent souvent, ce n'est pas tant que le SMIC guinéen soit si petit que ça. Le problème, si vous allez sur Internet, vous vérifiez les SMIC de la sous-région, vous verrez que dans la plupart des cas, les 550 000 francs guinéens qu'on paye en Guinée sont raisonnables, entre griffes. Mais les gens ne voient pas les accessoires des salaires et les autres avantages qui permettent à l'agent de l'État de souffler un peu. Mais les gens sont étouffés en Guinée parce que le salaire, il est seul et carrément, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que vous n'avez pas de logements sociaux, vous n'avez pas de transport en commun digne de ce nom, vous n'avez pas la prise en charge médicale dans la plupart des cas, hein, même si dans certains cas, de façon sporadique, on intervient. Mais tant qu'on ne sera pas parvenu à ces accessoires de salaire convenables, ça va être très difficile, quel que soit le salaire qu'on paye, que les gens s'en sortent. Parce que si vous êtes payé aujourd'hui à 2 millions, subitement demain votre enfant tombe malade, il y a besoin de prise en charge vraiment par des médecins de spécialité. Son traitement va vous coûter 4 millions, 3 millions. C'est que vous allez entrer dans un cycle de dette infini. Oui. Parce que vous avez perdu peut-être 1 ou 2 mois de salaire et vous allez vous endetter continuellement. Voilà le problème. Est-ce qu'on peut avoir une idée de la marche envisagée pour revaloriser le salaire du fonctionnaire guinéen? Bon, les discussions sont en cours avec le syndicat. L'année dernière, déjà, on avait fait quelque chose, donc de manière consensuelle. Donc, les discussions, les négociations tripartites reprennent encore demain parce qu'ils le font 2 fois par semaine, jeudi, vendredi. En fait, ils sont déjà parvenus à un certain nombre de points d'accord et les discussions continuent. Je ne peux pas dire là où je suis à l'instant T, à quoi ça va aboutir, mais il y a de l'espoir que les gens s'entendent parce qu'en réalité, d'accord pour améliorer les conditions de travail de ceux qui sont déjà là, mais vous serez les premiers peut-être à nous condamner aujourd'hui, demain aussi, que ce gouvernement, quand il était là, même une personne, ils n'ont pas recruté. Alors qu'on ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Il y a eu tellement de promotions accumulées depuis des années que ce n'est pas tout le monde qui sera admis, mais au moins 1000, 2000, 3000, 5000, il faut faire quelque chose dans ce sens aussi. Sur les 100% proposés par le syndicat, le gouvernement n'a proposé que 20% pour l'instant. Peut-être que les lignes pourraient bouger après dans les discussions, parce que le syndicat aussi a baissé de 10 points. Il propose 90%. Est-ce que le gouvernement pourrait aller au-delà des 20%? Je ne peux rien affirmer maintenant ici devant vous. Il faut que nous ayons au fur et à mesure, par exemple, les discussions ont buté souvent sur ce point. Et je dis encore une fois, demain, les discussions reprennent encore à 10 h. Et déjà, demain, très tôt le matin, je vais appeler à mon bureau, peut-être avec le ministre du Budget, si vous voulez, les représentants des 3 partis, gouvernement, patronat et syndicat, pour nous faire le point. C'est vrai qu'ils sont de très bonne foi, ça je le reconnais. Le syndicat, ils sont de très bonne foi. Parfois, ils vont jusqu'à nous faire des schémas d'augmentation. Mais vous savez, moi-même, ministre du Travail et de la Fonction, tout ministre du Travail et de la Fonction publique que je ne suis pas à même de dire à quelle proportion on peut augmenter le salaire pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Parce que le tout n'est pas seulement d'augmenter un salaire, mais seriez-vous capable de le payer par la suite? Ça va être compliqué. Après, demain, vous allez dire que, et même ceux qui nous encouragent aujourd'hui à glisser et dans ce sens, demain, ils viendront nous dire, ah, ils ont été très stupides. Comment on peut augmenter un salaire jusqu'à ce point et après 1 mois, ils sont en panne, ils ne peuvent plus le payer. Donc, nous sommes prudents, mais on est rationnels. Encore une fois, nous tenons compte du concours que nous allons organiser pour soulager une petite partie peut-être de la population, et c'est cela que nous demandons aussi. Nous demandons la compréhension du syndicat. Oui, nous devons utiliser une partie des résultats de l'assainissement à leur bénéfice, mais qui nous donne la chance aussi d'offrir quelques emplois à la jeunesse guinéenne. Très bien. Alors, monsieur le ministre, on va demander une dérogation spéciale. Nous savons que vous avez été évalué au gouvernement, mais que vous avez également été évalué au CNT. Vous avez eu combien? Je n'ai pas, au gouvernement, il n'y a pas de note chiffrée en tant que telle. Hein. D'accord. C'est une évaluation qualitative. Qu'est-ce qui avait été dit en évaluation qualitative? C'était quoi l'appréciation? Moi, peut-être que je suis moyen ou je ne sais pas moi. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils ont dit au gouvernement?
Au gouvernement. Au gouvernement, qu'est-ce qui a été dit? C'est quoi l'appréciation? En fait, l'appréciation, contrairement au bruit que les gens ont fait parcourir, l'évaluation n'avait pas pour but de classer Julien premier de la classe ou dernier. D'accord. Bon, c'est vrai que je l'ai souvent été quand j'étais élève ou étudiant, mais c'était pas l'objet. L'objet, c'était un apprentissage. C'est-à-dire, c'est aussi un suivi. En fait, les gens s'en sont donnés à cœur joie pour donner 1000 interprétations. Cette évaluation-là n'était pas quantitative, si vous voulez, mais qualitative pour savoir, parmi les actions, les missions et les activités qui sont assignées à chaque département ministériel, à mi-parcours, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et quelle est la stratégie qu'il faut employer pour améliorer, pour aller de l'avant très rapidement. Et c'est ce que la primature a fait. Très bien, mais au CNT? Au CNT, bon, moi je sais pas. Là-bas, il y avait des chiffres. Hein. Ah, moi, je n'ai pas vu mon chiffre. D'accord. Non, franchement, je vais peut-être aller demander au secrétariat du CNT, il faut qu'il publie ma note. Publier? Ben oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci en tout cas. On va marquer cette petite virgule pour aller au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Et avant le mur du jour, Aïssatou Oussane, le sondage est disponible. Cette fois-ci, des chiffres qui... Justement, pas de mur aujourd'hui, mais seulement les sondages. D'accord, allez-y. Voilà. Alors, les chiffres sont disponibles. On va commencer par Telegram. La question était la suivante. Monsieur, est-ce que monsieur le ministre vous a-t-il convaincu? 50% ont répondu oui sur Telegram et 44% ont répondu non. 6% étaient indécis. Sur Facebook, 66% ont répondu oui, 18% non et 16% indécis. Et pour YouTube, il y avait 90% qui ont répondu favorablement, donc oui, qui ont été convaincus par le ministre, et 0%, hein, donc on dit non, et puis 10% étaient indécis. Très donc, bien. Voilà. Le mur du jour, c'est Roby. Bon, d'accord. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de ce matin. C'est un peu plus de 2 heures que nous avons passé ensemble. Merci pour cette disponibilité. Et on espère vous revoir certainement d'autres jours. Mais d'ici là, un dernier mot en 30 secondes. Le dernier mot, c'est que moi, je dois dire aux gens que je ne suis pas quelqu'un qu'on effraie forcément. J'aime quelqu'un. En fait, je suis quelqu'un, j'accepte toujours qu'on doute de moi. Va-t-il le faire? Est-ce qu'il le pourra? Je préfère que les gens disent d'abord non. Après, on va toujours surprendre. Et c'est ce que moi je veux. Je ne veux pas tout de suite que les gens me félicitent, qu'ils me disent que je suis bon. Parce qu'aujourd'hui, je donne le cas du Cameroun. Partout où je suis passé au début, les gens ils disent mais lui, il ne pourra rien faire. Mais aujourd'hui, croyez-moi, au Cameroun où j'ai travaillé 5 ans, mes meilleurs amis, c'est les Camerounais. Parce qu'ils ont compris après 2 ans que toute l'impression négative qu'ils avaient sur moi, c'est un cerbère, il est méchant, il est ceci, il est cela. Parce que vous savez, dès que vous êtes cohérent avec la loi, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Moi, j'aime bien ça dans une Guinée, où souvent les agneaux, on les fait passer pour des loups, et des loups pour des agneaux. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre Julien Yambouno, pour ce grand oral que vous avez passé chez nous ce matin. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevrons pour d'autres émissions, pourquoi pas. Continuez le débat chez vous et pendant ce temps, restez en compagnie de nos programmes, puisque vous savez les meilleurs programmes de la République de Guinée. Roby, où sont-ils? Il faudra activer avant, hein? C'est ici. C'est ici? Très bien, on se tient demain donc.